Je vous propose que nous démarrions un moment, comme tous les moments qu'il y a eu d'ailleurs depuis le début, mais sympathique. Nous allons nous entretenir et je vous remercie de vous asseoir. Alors, je suis particulièrement heureuse d'être aujourd'hui avec David Smetanine, qui est un grand champion, un très grand champion. Je vais vous le présenter quand même, si vous avez forcément entendu parler de lui, parce que il est quand même, ça fait 20 ans qu'il est en équipe de France, même peut-être plus, 20 ans. Grand champion paralympique, il nage, il fait de la natation, il pratique la natation. Il a participé à 5 Jeux paralympiques, 9 médailles, dont 2 en or, 5 en argent et 2 en bronze. C'est pas fini. C'est pas fini. Il a participé à 7 championnats du monde, 10 médailles, dont 3 en or, 2 en argent, 5 en bronze, 6 championnats d'Europe, 11 médailles, dont 3 en or, 3 en argent et 5 en bronze, et 156 titres de champion de France, un record sur le plan national. Alors là, vous pouvez l'applaudir. Alors, c'est pas tout, parce que il habite Grenoble, très investi dans la promotion, l'évolution du parasport dans son département de l'Isère. Il est ambassadeur auprès du sport du département de l'Isère. Il a été conseiller régional de cette grande région et il a également travaille dans une société de conseil. Voilà. Donc, et il m'a dit, parce que nous avons déjeuné ensemble, qu'il avait bien l'intention d'être présent aux Jeux paralympiques de 2024. Alors je lui ai dit, mais dans l'organisation? Non, 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 dans la piscine. Alors moi j'ai une question, David, très simple. Comment faites-vous? Et quelles sont surtout, quelle est, de façon concrète, la préparation nécessaire pour participer à une compétition telle que les Jeux olympiques et paralympiques pour vous? Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça représente? Alors, tout d'abord, merci pour cette présentation qui est assez complète, en effet. Mon engagement en tant que membre de différentes commissions sportives et puis maintenant auprès de ma société, en essayant d'apporter des conseils aux entreprises et aux collectivités en matière de sport, d'éducation et de handicap au sens large. On parlera d'accessibilité d'ailleurs avec Madame la Ministre, c'est important. C'est aussi une facette importante pour moi de pouvoir rendre au sport ce qu'il m'a apporté et puis de pouvoir contribuer au rayonnement de notre société. Mais pour ce qui est de la partie sportive, c'est un entraînement quotidien, tous les jours, comme tout athlète de haut niveau. D'ailleurs, dans notre discours, je pense que vous l'entendrez, on fera très peu la différence entre le sportif de haut niveau olympique et paralympique. On parle d'un nouvel anacronyme JOP à Paris, les Jeux olympiques et paralympiques. C'est important d'acculturer les gens à cette chose-là et de pouvoir, dans notre pays, faire en sorte que ce mouvement paralympique prenne toute sa place, peut-être la même place que prend aujourd'hui le mouvement national olympique sportif français. Voilà, dont Brigitte Henriquez est maintenant à la tête. Une personne fantastique. C'est l'entraînement tous les jours, c'est un vrai travail à temps plein. Même si je fais d'autres choses, on se lève un peu plus tôt que les autres. D'où l'expression « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Surtout ce matin pour venir jusqu'à ici, jusqu'à Guidel. Mais j'en suis ravi. Mais oui, ça commence le matin très tôt pour s'entraîner, pour pouvoir travailler ensuite et puis retourner à l'entraînement quand c'est nécessaire. Et c'est une passion qui m'anime depuis maintenant plus de 20 ans en équipe de France en effet, où chaque construction d'un projet paralympique a été une véritable histoire, avec des championnats d'Europe, des championnats du monde à chaque fois, comme une phase ou une étape intermédiaire, un peu comme une vie de tout homme professionnel qui
à différents objectifs et qui, pour arriver à un projet final, on valide certains qui sont des projets intermédiaires. Voilà, j'ai écouté moi aussi les débats tout à l'heure et les discours, et il y a beaucoup de similitudes avec la politique, avec l'engagement en général que l'on prend dans le sport. C'est un engagement sans faille, transparent, honnête, et qui prend en compte pas mal de choses, notamment l'environnement, et puis surtout la partie humaine. La relation entraîneur-entraîné est très importante. Et c'est ce qui fait que tout cet écosystème fonctionne bien et permet de pouvoir réussir un projet une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 5 fois, et peut-être même 6 fois si tout se passe bien. Après, ça dépend que de nous, que de moi, et de mon entraîneur aussi, mais du travail qu'on va fournir au quotidien. Et pour ça, il faut être passionné, il faut être motivé. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus animé depuis toutes ces années, c'est la même passion et d'écrire une nouvelle page à chaque fois, que je m'engage à refermer après Paris. C'est le bon lieu pour ça, la bonne opportunité. Et quand on a la chance de pouvoir vivre ce moment-là, cet événement-là, en France, chez soi, il faut en profiter. Bon, Voilà. c'est formidable. Et donc, on a introduit un petit peu le sujet des Jeux olympiques et paralympiques. Et d'ailleurs, plus que JOP, on peut dire Jeux de Paris, puisque voilà, ça représente vraiment l'ensemble de ces Jeux olympiques et paralympiques. Et ces Jeux vont être l'occasion de donner un fort éclairage justement sur le paralympisme, sur le handicap aussi, au sens large, et vont nous permettre, j'espère, puisque c'est dans l'ambition de ces Jeux, de pouvoir bien tracer un peu un chemin différent, plus volontariste et surtout plus complet dans ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. Alors c'est un terme qui est employé de plus en plus fréquemment, mais moi je veux demander à David qu'il nous explique de façon très simple et très concrète qu'est-ce que l'accessibilité universelle, qu'apporte le mot universel au surplus, en plus à l'accessibilité que l'on connaît bien, c'est un terme que l'on connaît bien. Et on va avoir un véritable moment où nous pourrons accélérer, jeter vraiment toutes nos forces pour faire en sorte que cette accessibilité universelle soit en fait le fil rouge de toutes nos politiques dans les années à venir. Mais David, l'accessibilité universelle, c'est quoi ? Alors oui, il y a un rayonnement énorme avec Paris 2024, notamment grâce aux Jeux paralympiques d'été. Je rappelle, c'est la première fois qu'on peut accueillir ces Jeux-là en France. On a eu la chance d'avoir Albertville 92, qui a considérablement changé le territoire et qui a permis aussi de rendre ces 2 vallées, de les désenclaver, la Tarentaise et la Maurienne, et de les rendre accessibles à tous. Pour autant, ce n'est pas forcément une accessibilité universelle. Ce qui concerne Paris, c'est différent, puisque au-delà des bâtiments sportifs, des équipements sportifs, au-delà du village, bien entendu, au-delà de l'accès aux aéroports, on veut que la ville elle-même et tout ce qui la compose, les commerces, la voirie, les transports en commun, etc., soient rendus accessibles. Et quand on dit universel, c'est parce que ça concerne tout le monde, dans le sens où un projet olympique et paralympique draine des touristes, des professionnels, des athlètes, en situation de handicap ou non. Et cette accessibilité se veut donc pour tous, permettre d'avoir un accélérateur d'inclusion pour tout le monde. On va dire faire une pierre 2 ou 3 ou 4 coups peut-être. Paris n'est pas une ville forcément très accessible, notamment en matière de transport en commun. Elle a fait de gros progrès, mais pour ce qui est du métro par exemple, qui est une solution très rapide de transport, ce n'est pas encore le cas. Et de rendre un équipement accessible ou un lieu accessible par rapport à une personne qui est en situation de handicap, c'est aussi ouvrir une porte pour des personnes qui ont un besoin ponctuel parfois, et qui renvoie à ce terme d'accessibilité universelle. La règle de droit, elle est simple, on l'applique ou on ne l'applique pas. Quand on ne l'applique pas, il y a des pénalités. Quand on ne l'applique pas, on a des fois des dérogations. Malheureusement, on est coutumé du fait chez nous. J'espère que ça va changer. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la qualité d'usage qui concerne tout le monde et qui fait que ce mot d'accessibilité universelle prend tout son sens. Voilà. Alors, il y a aussi... c'est très résumé, mais bon. Oui, non, mais c'est un bon résumé. C'est pouvoir aller partout sans se poser la question de savoir si on peut y aller. Il faudra prendre un chemin dans l'idéal, j'entends. Oui, et quelles que soient les formes de handicap. Et quelles que soient les formes de handicap, que ce soit un handicap moteur, que ce soit un handicap sensoriel, qu'on soit aveugle, qu'on soit sourd, qu'on puisse avoir les informations et que l'on puisse se déplacer
sans contrainte dans une ville ou dans un espace, et que l'on puisse effectivement assurer la mobilité sans contrainte non plus. Il y a un pan essentiel dans l'accessibilité universelle, c'est le numérique, qui est un vrai enjeu. Et qui va là aussi, alors j'ai tout à fait confiance dans le fait que pour les Jeux Olympiques, tout ce qui sera numérique sera accessible totalement. Mais nous avons un enjeu à l'échelle de notre pays, c'est de rendre, par exemple, la communication de notre gouvernement accessible. Nous avons fait 50% du chemin, mais nous en avons encore bien un petit peu à réaliser. Mettre en ligne de façon accessible, par exemple, des dossiers, les dossiers les plus demandés par la population. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et c'est un enjeu que nous devons continuer d'accélérer pour que chacun puisse avoir l'information, les capacités à réaliser des dossiers comme les autres, et puisse avoir aussi l'information citoyenne. Savez-vous que dans la dernière campagne présidentielle et législative, les candidats devaient également avoir une communication accessible. Et donc, nous avons dû, nos documents électoraux, les rendre accessibles sur Internet. Donc, je pense, pour que les personnes en situation de handicap aient la même possibilité d'information citoyenne que toutes les autres personnes, tous les autres citoyens. Et je crois que ça, c'est un progrès, et un progrès tout simplement pour faire rentrer chacun de façon égale dans la citoyenneté, dans la ville avec l'accessibilité des voies, dans les transports, mais aussi dans l'information et dans l'information citoyenne. Donc nous avons vraiment un grand travail à faire. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui sont élus quand même qu'il y a des contraintes d'accessibilité avec des ADAP dans toutes les communes qui doivent être finies de réaliser en 2024. Il va falloir véritablement que nous mobilisions chacun pour savoir où nous en sommes de ces programmes d'adaptation des établissements recevant du public et également des établissements communaux recevant du public, dont nous avons un véritable enjeu de poursuivre la mise en accessibilité dans notre pays, pour lequel les choses devraient être réalisées depuis déjà bien longtemps. Donc 2024, c'est une date qui est très rapide, hein. C'est la date des Jeux Olympiques et c'est dans 2 ans. Et pour revenir à nos Jeux, il y a un engagement très fort. Il y a un engagement très fort des médias pour retransmettre intégralement les Jeux paralympiques. Donc les Jeux paralympiques vont avoir la même couverture médiatique que les Jeux olympiques, et ça c'est quelque chose de formidable pour pouvoir justement, on l'a vu dans les Jeux de Tokyo par exemple, qui ont été retransmis intégralement, et ça a eu un véritable impact sur la population. Alors là, les heures n'étaient pas tout à fait faciles à suivre. Par contre, à Paris, ça va être très facile à suivre pour nous, Français, et au moins dans l'Hexagone, parce que certains avaient des décalages horaires, mais dans l'Hexagone, ce sera très facile à suivre. Et je pense que là aussi, nous allons pouvoir sensibiliser sur le handicap, les différents types de handicap, les différentes origines des handicaps, et puis surtout changer le regard et faire en sorte que nous considérions les handicaps non pas comme quelque chose d'incapacitant, mais comme quelque chose, au contraire, sont des personnes avec des capacités, avec des compétences physiques, intellectuelles, et que toutes ces compétences et ces capacités, eh bien, elles sont fortement mises en œuvre dans ces épreuves. Je vous laisse la parole. Oui, il faut rappeler qu'il n'y a aucune forme de discrimination, et même simplement l'état civil n'a pas toujours de documents qui sont accessibles. Pour ce qui est du sport, effectivement, c'est un levier vraiment intéressant pour pouvoir avancer. Et on veut que ces jeux soient exemplaires. On parle de 300 heures de direct, le marché qui a été proposé, un appel d'offres. TF1 a candidaté, France Télévisions qui a déjà fait un très gros travail a pareil candidaté elle aussi. Et puis
Ils ont remporté ce marché, donc 300 heures directes nous sont promises. C'est vraiment important et on espère que cet impact qu'il y aura de la résonance, et pas qu'en France, mais je pense à l'outre-mer, nos amis tahitiens, puisque le surf sera à Taupo, en Polynésie française, auront la chance aussi de pouvoir avoir ce rayonnement-là et une prise de conscience importante, une prise de conscience qui est nécessaire, je pense. Mais oui, ce qu'on diffuse à la télévision, auprès de grand public, permet de pouvoir sensibiliser les personnes, de prendre conscience, d'ouvrir des portes aussi pour la jeunesse et puis de leur donner de l'espoir, d'être eux aussi des sportifs, des grands champions, d'inspirer notre jeunesse, qu'elle soit olympique ou paralympique, sans faire de discrimination. Au sein de nos équipes de France olympiques et paralympiques, on a maintenant un même logo. C'est une même équipe qui collabore de plus en plus, qui échange de plus en plus, qui partage de plus en plus. Je suis coprésident d'une commission du comité des sportifs de la FLD, l'Agence française antidopage, et ma coprésidente est une athlète valide, Ayodele Kwessan, en athlétisme. Notre composition de la commission est très claire, elle est moitié handisport, moitié valide. Donc c'est toute cette mixité qui donne un rayonnement fort et puis une certaine légitimité à ce que l'on veut mettre en place dans notre pays. C'est important et le sport y contribue grandement. Donc l'opportunité nous est vraiment donnée grâce à Paris. Il ne faut pas rater le virage cette fois-ci. Et alors, ne pas rater le virage, après qu'on ait envie de donner, d'abord, après qu'on ait sensibilisé tous les Français à l'accessibilité, au sport, aux capacités des personnes en situation de handicap, il faut aussi garder un héritage de ces Jeux. Et dans ces Jeux, il y a toute une partie héritage qui est absolument essentielle, c'est-à-dire qu'allons-nous garder de ces Jeux olympiques? Nous en garderons bien sûr l'accessibilité. Tous les lieux qui ont été rendus accessibles, ce sera un héritage très positif. Mais le deuxième héritage, c'est que nous devons impulser l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et il est dans cette stratégie d'héritage, notamment prévu de pousser fort pour le développement des clubs accueillants du parasport, 3000 clubs, afin que, il y a aujourd'hui 1000 clubs qui accueillent du parasport. L'objectif, c'est d'aller à 4000 et de faire en sorte qu'une personne en situation de handicap puisse, dans un rayon de 30 minutes de déplacement, ou allez, moi je suis dans un département qui est très vaste, on va dire 3/4 d'heure, l'on puisse avoir une structure qui accueille pour pouvoir faire du sport. Et je crois que cet héritage est particulièrement précieux. Mais je sais que vous m'avez dit, est-ce qu'il y a des élus dans la salle? Parce que je voudrais leur passer des messages. Je vous laisse la parole. Oui, il y a un engagement fort. On sait que l'État est souverain en la matière et que c'est lui qui coordonne la politique sportive, mais il la délègue aussi aux communes et il faut que les communes puissent s'en saisir. Alors ce label Terre de Jeux dont on parle beaucoup, qui permet aux communes de pouvoir justement proposer des projets et d'insuffler cette dynamique, cette politique sur le plan local, elle demande des moyens, on en est conscient, mais elle demande aussi un engagement de la part des élus et l'engagement de la part des collectivités pour pouvoir faire rayonner l'activité. Le sport, c'est vraiment un lien social extraordinaire. C'est le premier lien social au monde. Et cette capacité qu'on a grâce au sport et ces événements comme les Jeux, que sont les Jeux, de pouvoir séduire les jeunes, de pouvoir les engager aussi comme des acteurs citoyens responsables et de leur donner une certaine visibilité aussi par leur action, c'est important. Donc, bien sûr que j'engage les communes en premier à saisir du dossier et de pouvoir avancer. Alors, je suis conscient, bien sûr, mesdames, messieurs les élus, que la problématique aujourd'hui est celle des équipements sportifs qui nous manquent, de la mutualisation des équipements. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment conjuguer avec ça? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Est-ce qu'on peut se saisir peut-être d'un partenariat privé à un moment donné, de façon à ce que cette mutualisation soit bénéfique pour tous et surtout qu'elle rende service à toutes nos jeunes générations qui, elles aussi, ont besoin de s'émanciper, notamment parce que le sport, c'est aussi la santé, comme vous l'avez dit à juste titre, et que cette santé-là, elle est primordiale. Faire du sport, c'est d'abord s'insérer dans un contexte sanitaire important. Et j'aime souvent dire, ce ne sont pas mes mots, mais je les ai entendus, ils m'ont beaucoup marqué, que les médecins solutionnent des problèmes de gens qui sont déjà malades. La prévention est encore plus importante et le sport est préventif dans ce sens-là. Il faut en profiter pour justement multiplier les opérations sportives et l'action en faveur du sport dans les communes pour que nos enfants, et toutes les générations d'ailleurs qui sont intéressées par le sport, puissent justement bénéficier et elles aussi être en meilleure santé.
On réduira aussi, clairement je pense, la dette de la sécurité sociale grâce au sport, parce que prescrire du sport, parce que faire du sport, c'est s'éloigner de la question médicamenteuse de plus en plus. Et puis, c'est rester en bonne santé tout simplement, le plus longtemps possible. On prescrit maintenant le sport, on l'encourage en entreprise, on s'en imprègne un peu partout. Mais les premiers concernés, ce sont les collectivités, parce que le sport aussi à l'école doit trouver une véritable place, et une place qu'il n'a pas encore aujourd'hui, pas une place de grande qualité. Voilà. Bravo. Et c'est vrai que cet accès au sport, il a plusieurs facettes, vous l'avez dit. Le ministre de la Santé et de la Prévention ce matin parlait du sport santé. Et le sport santé, c'est de la prévention en fait. Et on entre aussi dans la prévention quand le président de la République a dit 30 minutes de sport à l'école tous les jours. Et il est absolument indispensable, et nous y travaillons, pour qu'il y ait également 30 minutes de sport dans tous les établissements médico-sociaux tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de raison. C'est les mêmes enfants, c'est les mêmes jeunes, et tout le monde a besoin d'avoir cet exercice physique. Et des référents sport seront nommés dans tous les établissements médico-sociaux afin de pouvoir justement mettre en œuvre ce sport prévention qui est cet exercice physique. C'est l'exercice physique prévention qui est essentiel. Et ensuite, il y a le sport lui-même, où on peut vouloir faire un exercice plus régulier, du sport d'équipe. Voilà, il y a des choses qui ne peuvent se faire qu'en club. Et c'est là où, bien sûr, pour inciter les clubs à pouvoir évoluer vers cette pratique du parasport, nous allons, dans l'héritage, bien sûr, aider à ce développement. Il y aura, bien entendu, des soutiens financiers, et des soutiens financiers surtout aussi pour... souvent, vous savez, c'est pas tellement... l'accès aux salles, elle est en général pas trop mauvaise quand même. L'accès, pardon, qui est masculin, l'accès n'est pas trop mauvais, mais ce qui manque, c'est du matériel spécifique. Donc il faut pouvoir aider les communes, aider les clubs surtout à acquérir ce matériel et à faire en sorte de pouvoir développer le parasport. Vous savez, moi je suis très frappée parce que dans cette histoire de sport, quand j'étais maire il y a quelques années, j'assistais à une assemblée générale, comme on le fait quand on est maire, on assiste à toutes les assemblées générales dans nos communes, bien souvent. Et j'ai une commune très sportive. Et j'étais dans une assemblée générale d'un club de rugby, et amateur, omnisport, et je les écoutais, c'était un peu long en plus, il n'y avait que des hommes qui parlaient, tout ça, Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, moi, je vous donne un challenge à relever, c'est de faire une équipe de rugby féminine. Ils m'ont tous regardé et ils se sont mis en œuvre, ils ont retroussé les manches et ils ont mis en œuvre une équipe de football féminine. Parce que le sport féminin, c'était un grand oublié dans certains sports. J'ai fait la même chose avec le foot. Ils l'ont fait. Eh bien maintenant, l'enjeu que nous avons, c'est de dire à nos clubs de sport aussi, le sport masculin, le sport féminin, le parasport, on développe, parce que cet accès au sport, il est absolument essentiel, parce que je crois que ça construit les personnes, ça construit les physiques, mais ça construit aussi le cerveau, ça construit le mental, ça construit la solidarité, ça construit l'envie de partager, d'être ensemble. Et s'il y a bien quelque chose qui est important dans l'inclusion, dont on parle tant, des personnes en situation de handicap, c'est justement d'être complètement inclus dans une vie de société sans frein majeur et de se sentir à l'aise dans tous les milieux de façon naturelle. Donc je crois que le sport est un excellent vecteur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je pense. Oui, bien sûr. Mais vous allez peut-être me dire qu'il y a des freins, qu'il y a des choses à lever, c'est ça que je voudrais entendre, parce que c'est vous qui pouvez nous apporter ça. Il y a encore un combat à lever, bien sûr, sur la formation, notamment un dispositif de formation qui est très fort sur le mouvement olympique et
qui est encore un peu plus faible au niveau paralympique. Il faut trouver les structures qui accompagnent ces personnes-là. Parce que vous l'avez dit très justement, le sport, c'est aussi une question de santé primordiale. Une personne qui a un handicap, le fait qu'elle soit sportive, elle s'évite plein de problèmes. C'est une sorte de prévention, si vous voulez, qui est important, qui est nécessaire. Donc le sport pour une personne qui a un handicap, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une activité uniquement loisir, c'est aussi une prévention quotidienne de tous les jours. Comme le sport devrait être intégré, 30 minutes, le disait le président, par jour, comme quelque chose de normal. On se lève le matin, on fait un peu de sport, on est en meilleure santé, on est réveillé physiquement aussi. Nous, on appelle ça l'échauffement chez nous. Et ensuite, on plonge vraiment dans le bain, sans faire de mauvais jeu de mots, pour pouvoir se mettre à l'entraînement ou au travail, tout simplement. Mais il y a forcément un regard particulier à avoir. Les Jeux doivent renforcer cette pratique sportive, mais aussi tout le volet autour de formation, d'accompagnement. Les équipements, en effet, ont fait un gros travail. La mise en accessibilité universelle sera intéressante pour pouvoir desservir un maximum de sites sportifs, de gymnases, d'écoles aussi. Toutes les villes de France, c'est encore un secteur avec scolarité et gymnase ou piscine. Je rappelle que le dernier plan piscine, quand même, remonte à 1968, sous Marie-Georges Buffet à l'époque, et on n'a pas beaucoup construit de choses depuis. Donc, même si l'accessibilité a beaucoup évolué, il faut que la prise en compte de cette différence évolue aussi, et l'inclusion par la même occasion. Donc, il y a encore du travail, et la formation permet de garantir ces choses-là, de se prémunir de tout problème, et d'assurer aussi une pratique dans une bonne forme de sécurité. Il ne s'agit pas de vouloir tout faire et de le faire n'importe comment, il s'agit de le faire de façon constructive pour que ce soit durable et surtout que ce soit efficace, parce que si on est mal formé, ça ne marche pas bien. C'est important. Oui, et puis il y a des sportifs qui ont un handicap physique, il y a beaucoup de sportifs qui ont un handicap psychique également, ou mental, et qui ont véritablement aussi besoin de faire du sport et besoin, comme tous, si vous voulez, c'est une hygiène de vie, une prévention. Et ce qui est nécessaire quand même, en dehors du matériel, en dehors des infrastructures potentielles, c'est aussi bien sûr la formation. La formation des clubs, la formation pour l'accueil. Il faut connaître les différents types de handicap, il faut rendre les choses possibles. Donc c'est une sensibilisation et une formation pour que, en définitive, l'accueil soit le plus adapté possible, le plus approprié possible. Et tout cela nécessite que l'on soit très volontariste dans ce domaine-là. Mais moi, je fais une grande confiance dans le sport français en général, parce que c'est quand même la grande école de la solidarité, et puis il y a de l'appétence pour beaucoup de clubs de développer des structures particulières de parasport, et faut voir si les freins sont financiers, si les freins sont de matériel. J'en suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ce soit un investissement beaucoup plus important. Donc oui, le sport et le parasport, une formidable vitrine dans les JOP, dans les Jeux de Paris 2024. Et d'ailleurs, nous serons ensemble, je ne sais pas si vous y serez d'ailleurs. Je serai le 8 octobre à Paris, à Bastille, place de la Bastille, pour une grande journée autour du parasport, pour lancer un petit peu cette dynamique jusqu'en 2024. Et vous y serez ? Oui. Ah ben voilà, on se reverra. On se verra là. C'est la première journée paralympique française, elle est importante. On a une journée olympique qui a été créée depuis quelques années maintenant, qui correspond à la fête du sport, et on voulait avoir une équivalence au niveau paralympique, justement pour pouvoir aussi rendre ce sport-là ou cette pratique-là attractive et puis la montrer aux yeux du grand public. Alors, au lieu de prendre la Bastille sur le plan militaire, on va prendre la Bastille sur le plan sportif, c'est pas plus mal. C'est mieux, hein. Ouais. C'est moins belliqueux. Exactement. Bien, et vous pouvez poser des questions. Je vais. Peut-être quelques-unes, hein, c'est pas impossible déjà, on ne sait pas. J'en lis une là. Il faut rendre le sport accessible à tous. Quels sont les leviers ? On en a parlé un petit peu. Mais allez-y. Il y a des leviers financiers, il y a des leviers sociaux, puis simplement aussi la prise en compte de la différence, qui n'est pas encore bien perçue dans notre pays. S'investir et être volontariste, comme vous le dites, Madame la Ministre, c'est important, mais parce que
on est compétent en la matière et qu'on sait comment prendre en charge ces personnes-là, quel que soit le handicap. On a beaucoup parlé de handicap physique, les parasports, oui, bien sûr, mais il y a aussi les handicaps invisibles et puis les handicaps intellectuels, en effet. La France accueille en 2023 à Vichy les Global Games, qui sont l'équivalent des Jeux paralympiques pour une certaine catégorie de personnes en déficience intellectuelle, de type trisomique, etc. Et c'est une opération importante pour notre pays, qui contribue au rayonnement du peuple en général et puis surtout au rayonnement du sport, tout simplement. Donc il y a des freins psychologiques, malheureusement, encore. On en a quelques-uns qu'on peut lever dès lors qu'on est bien formé. Encore une fois, le vecteur formation est essentiel. Et puis il accompagne aussi plus qu'une génération. Il accompagne différentes personnes, coachs, familles, etc., qui vivent mieux le handicap et qui avancent de façon beaucoup plus sereine dans notre société grâce à ça. C'est important. Une deuxième question pour vous, je crois. Oui. Il y a un levier. Alors, rendre le sport accessible à tous, je vais terminer. Quels sont les leviers? Bon, il y a un levier qui peut paraître anodin, mais qui est quand même important pour beaucoup de familles. Ça peut être le levier économique. Le passeport qui a été mis en œuvre par le gouvernement, enfin par la ministre des Sports, il est accessible aux familles bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, mais il bénéficie aussi aux familles d'enfants et jeunes en situation de handicap. Donc pour ces jeunes-là, ça peut leur permettre aussi d'avoir un soutien financier parce que bon, une licence de sport, qu'on fasse du sport, quel que soit le sport, il faut une licence de sport, il faut une assurance. Bon. Et donc, voilà, ça c'est déjà un sujet important, ce soutien est important. Et les leviers ensuite, c'est les leviers, les leviers disons, de conviction que l'on peut apporter au club de développer le parasport. Et puis, moi, je crois qu'on a un excellent accélérateur quand nous avons des témoins comme David qui ont vécu le sport, vivent le sport, font du sport, du parasport, sont champions. Je crois que ça donne vraiment une image très très positive pour tous les jeunes de notre pays et je crois que c'est absolument essentiel. Quid des bénévoles dans les clubs de parasport? Quel état des lieux? Comment développer le bénévolat? On a autant à donner qu'à recevoir, non? Alors, oui, je vous laisse parler des bénévoles dans les clubs de parasport. Je crois que vous les connaissez mieux que moi. C'est un cours que je donne lundi d'ailleurs. On parle de cet équilibre-là entre salariés et bénévoles qui n'est pas toujours facile. Des questions de pouvoir dans les clubs, mais j'ai envie de dire simplement, si on arrivait enfin, grâce à ces Jeux paralympiques et olympiques, bien sûr, ces JOP de Paris 2024 à réformer un peu le sport, on aurait aussi une approche du handicap qui serait différente. Pardon. Et alors, quid des bénévoles dans les clubs de parasport? C'est quid des bénévoles tout court? La France, vous le savez, fonctionne aussi avec beaucoup de bénévolat. Il faut que ce statut change. Il faut que le sport évolue. Il faut que cette loi 1901 évolue aussi. Les clubs ne peuvent plus vivre sur cette loi 1901 en permanence, avec des gens qui sont investis, qui n'ont rien en retour. La valorisation est importante, je pense, peut-être dans l'expérience, dans le temps qu'on passe, en termes de trimestre, en termes de retraite, en termes de formation, d'accès à la formation par exemple, pour les personnes qui sont bénévoles. Ça peut être une solution. Donc oui, s'investir, et il y aura 45 000 bénévoles pour Paris 2024. Il faut que ça ouvre d'autres portes ensuite pour que les clubs puissent ensuite avancer dans le temps. C'est très important. Temps à donner et à recevoir, oui, dans tous les sens du terme, parce que on va accueillir pour la première fois ces Jeux paralympiques. Ce sera une découverte pour beaucoup d'entre nous. Alors nous, en tant que sportifs, non, mais pour beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai qu'on est extrêmement curieux et soucieux de savoir comment cet essai va être transformé ensuite. Paris ne veut pas être qu'un one-shot, uniquement une vitrine sportive, mais vraiment engager un processus très très fort pour l'avenir, y compris en matière de sport, parce qu'encore une fois, le sport, c'est aussi l'inclusion. Donc, toute personne bénévole qui souhaite s'engager, le quota est ouvert de bénévolat, et les inscriptions sont ouvertes pour Paris 2024, olympique et paralympique, en situation de handicap, comme vous le disiez tout à l'heure, à table ou non. On a une chance de pouvoir s'engager et de pouvoir donc forcément contribuer nous aussi au rayonnement de ce sport et au rayonnement de notre pays grâce à cet événement. Donc c'est un problème qui est similaire aux athlètes olympiques et aux clubs tout simplement, les lois 1901 qu'on connaît tous. Il faut qu'on réforme ces choses-là et qu'on fasse avancer les choses pour que ce statut évolue et qu'il y ait une réelle contrepartie
Elle peut être d'ordre financier, parfois c'est ce qu'on souhaite, mais elle peut aussi être d'ordre formation, comme je disais tout à l'heure. Voilà, un soutien important pour dire que les gens qui s'engagent sont valorisés derrière, remerciés bien sûr, mais valorisés et soutenus dans leurs projets. Et puis pourquoi pas, en matière de retraite, on a réussi à faire passer avec notre commission des athlètes du CNOSF le fait que certains sportifs engagés depuis très longtemps, qui donnent du temps pour le pays, etc., puissent aussi cumuler un certain nombre de trimestres comme des retraites, parce que nous sommes professionnels, c'est notre travail aussi. Bien pourquoi pas dans les deux sens, chez les bénévolats aussi. Voilà. Bon, c'est bien, hein, ça c'est des perches lancées pour les ministres qui s'occupent des associations et des bénévoles, mais c'est un sujet très très important effectivement pour faire en sorte que le bénévolat ne s'étiole pas. Et vous avez parlé des bénévoles pour les Jeux olympiques et paralympiques. Effectivement, 45 000 bénévoles vont être recrutés, formés pour ces Jeux. Pour bien guider les personnes, enfin avec différentes fonctions. Et parmi ces 45 000 bénévoles, il y a 3 000 bénévoles en situation de handicap qui seront recrutés également. Pas que pour les Jeux paralympiques, hein, ils feront tous les Jeux paralympiques. Donc je pense que c'est une très très belle opération aussi d'inclusion que nous allons porter à Paris 2024 avec voilà, une belle image du bénévolat en France. On aime bien utiliser le terme handicapable dans notre milieu, dans notre sphère. Handicapable ? Oui, dans le sens où les gens sont parfois capables aussi de faire pas mal de choses, ils ont des compétences à apporter, ils ont de l'envie, beaucoup d'envie. Et comme toute personne, il n'est pas question qu'on exclue les personnes en situation de handicap pour ce bel événement sportif que sont les Jeux olympiques ou paralympiques et qui puissent intervenir, comme vous le dites très justement, d'un côté comme de l'autre. Et alors, pour terminer, pour en parler longtemps, j'ai rencontré à sa demande l'ambassadeur du Japon en France et il est venu me faire un compte-rendu un petit peu de retour d'expérience de ce qui s'était passé au Japon pour ces Jeux olympiques et paralympiques. Et notamment dans les Jeux paralympiques. Alors vous savez qu'ils ont organisé des Jeux dans des circonstances particulièrement difficiles, en plein Covid, sans spectateurs, enfin bref, c'était une vraie difficulté, mais ça a été une vraie réussite. Et il me disait que les Jeux paralympiques avaient profondément changé son pays. Et l'image et la perception du handicap dans le pays. Et je crois qu'il faut vraiment capitaliser sur tout cela et qu'il continue de travailler à une inclusion de plus en plus importante et volontaire en capitalisant sur ce qui s'était passé sur ces Jeux olympiques. Donc vraiment, j'espère que nous pourrons, nous allons l'accompagner, bien entendu. Il faut que nous l'accompagnions parce qu'en fait, tout cela est une vraie question sociétale. L'inclusion, il faut que nous incluions tout simplement parce que on avait peut-être trop mis à l'écart. C'est ça en fait. Hein. Et des pays sont bien plus avancés que le nôtre. Mais nous y travaillons d'arrache-pied. Nous avons beaucoup avancé dans l'inclusion scolaire, dans le travail, dans le sport, dans la culture. Voilà, les Jeux paralympiques vont nous donner, je l'espère, vont donner à réfléchir à notre société, nous donner un boost pour que cette inclusion puisse se réaliser concrètement à tous les niveaux. Et ainsi qu'accompagné de l'accessibilité universelle qui est indispensable pour que l'inclusion se fasse dans des bonnes conditions. Oui, puisque quelque chose qui est valable dans les deux côtés de la sphère olympique et paralympique, les Jeux transforment vraiment une société. Moi, je suis de Grenoble et j'ai eu la chance de pouvoir qu'on me raconte l'histoire des Jeux olympiques de Grenoble 68, tout ce que l'héritage a permis de laisser, de créer. On parle de l'hôpital, voilà, on parle de la ville de Grenoble, de l'université, des autoroutes, etc. Une ville qui est passée de 80 000 à 160 000 habitants, 150 000 habitants. C'était un petit village au départ et puis on est devenu une grande capitale des Alpes. Donc il y a tout un process qui est très important et qui crée vraiment un changement en profondeur de une société parce qu'il est olympique et paralympique. C'est vraiment les deux qui changent. Et sur le plan culturel, le Japon a forcément appris beaucoup, comme
l'ont fait aussi nos amis anglophones, l'Angleterre et Londres, ont su vraiment transformer la société grâce à ce projet olympique et paralympique, qui, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, je m'en excuse, mais n'est pas qu'une vitrine sportive de haut niveau, c'est tout un impact très fort et profond pour une société qui, grâce à cet engagement d'abord de travaux, etc., d'accueil, permet vraiment de changer les choses en profondeur. Donc c'est vraiment quelque chose de précieux. Et pour ceux qui sont encore dans le doute, je vous engage à venir faire un tour à Paris. Vous verrez en 2024 comment la ville et comment, j'espère, le peuple va rayonner grâce à ce projet, à ces projets. Bien, j'ai une nouvelle question. Peut-être la dernière, mais oui, ce sera la dernière. J'ai le chef qui me dit que ce sera la dernière. Le maître du temps. Le maître du temps, oui, mais il faut un chef dans la salle. Y a-t-il des déplacements des athlètes prévus dans les territoires comme ambassadeurs de l'événement et du sport santé en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques? Alors, sur la première partie de question, oui, on a des ambassadeurs, autant olympiques que paralympiques, qui sont tout à fait en mesure de se déplacer, qui sont nommés pour Paris 2024 pour cette raison-là, et qui font un travail fantastique. J'étais encore hier au téléphone avec Émilie Gomis, qui travaille sur ces choses-là. Perle bouge en aviron aussi. Et pour la partie sport santé, nous sommes bientôt à la veille d'une nouvelle semaine Sentez-vous Sport, mise en place par le CNOSF, pour valoriser ces parties-là. Donc, c'est quelque chose qui est très pertinent. Et nous, en tant que sportifs de niveau, on est amenés à témoigner, à partager et à venir aussi récompenser ces entreprises qui s'investissent dans le cadre de la santé par le sport, avec des trophées, des lauréats. Donc, bien sûr, je vous engage à aller sur le site du CNOSF, Comité national olympique sportif français, la semaine Sentez-vous Sport. Voilà, S-E-N-T-E-Z et non S-A-N, mais il y a un jeu de mots sympathique. Bien sûr que les athlètes sont des ambassadeurs et on en a quelques-uns pour Paris 2024, bien sûr. Très bien. Eh bien, c'était la dernière question, donc nous allons arrêter là. Et merci pour ce temps. Je voudrais très sincèrement remercier David Smetadine d'avoir passé ces 3 quarts d'heure avec vous tous et avec moi. Et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est de continuer à engranger les médailles aux Jeux de Paris dans 2 ans. Et en tout cas, moi personnellement, il force mon admiration et je suis et je le remercie d'être cet ambassadeur formidable et d'avoir échangé sur sa passion avec vous tous cet après-midi. Merci à tous. Merci bien.